En écoutant les premiers épisodes de notre série, Les Révoltés du Gaaoulé, on entend Amadi et Tchema qui arrivent en terre de Martinique. D'où viennent-ils, ces esclavisés? D'où arrivent-ils à cette époque-là, 1710, dans ces années-là? Alors, je vais laisser Vincent parce qu'il avait des idées plus précises que moi sur la question, je dois dire. Non, en tout cas, je me permets, par rapport à la série, c'est vrai que je me suis inspiré j'ai des amis qui sont Ibo, actuellement au Nigeria. Justement, en me plongeant un petit peu, je voyais que c'était l'une des origines possibles. Connaissant, moi, des personnes comme ça, c'était plus facile même pour introduire un peu de langue et de culture dedans. Donc j'ai choisi cette ethnie. Et le terme générique, c'est bossal. Alors le bossal désigne l'esclavisé qui arrive d'Afrique, qui n'est pas créolisé. C'est cette opposition qui va se construire au fur et à mesure entre les bossals et les créoles, puisqu'il va y avoir des esclavisés créoles qui vont devenir majoritaires à partir des années 1800. On entend d'ailleurs la difficulté dans le podcast, dans le récit, à introduire le créole, à évoquer le problème des langues, de la langue finalement. Ça a été compliqué pour vous, Vincent, à mettre en son, si je puis dire? En fait, je pense que, j'avais quand même l'impression que c'était très important à montrer, notamment par rapport à la façon dont la société s'organisait pour les personnes esclavisées, vu que quand elles débarquent, la plupart parlaient pas la même langue, et même sur les bateaux, voilà. Et en fait, pour moi, ça me paraissait très très important de le montrer, et en même temps, une vraie gageure à l'audio, puisqu'il faut qu'on puisse quand même comprendre, on n'a pas l'aide de sous-titres, que les personnes ne parlent pas la même langue, tout en restant compréhensible en français. Donc c'est vrai que on a essayé de trouver des astuces en introduisant quelques petits mots justement en Ibo, cette langue native du Nigeria actuel, et qui nous permettait de faire comprendre qu'ils parlaient pas la même langue, et puis ensuite d'insister un petit peu sur les dialogues. Donc mais voilà, c'est vrai que je pense que sur l'arrivée, ça paraissait vraiment important, parce que c'est un point pareil, pour un novice comme moi, j'avais pas conscience avant en fait, et je pense que j'avais l'impression que c'était très important. Alors Vincent, justement, le dispositif narratif que vous installez ressemble beaucoup aux normes du conte antillais, avec le conteur, les allers-retours avec le public, l'interaction qui s'installe. En quoi est-il parlant, en quoi est-il adapté, pertinent pour raconter cette histoire-là, celle du Gaaoulé? C'est une incarnation en fait. Tous les personnages doivent être incarnés. La voix off, c'est un média, c'est un moyen classique en fiction audio pour justement porter le récit, apporter des détails aussi culturels qu'on n'a pas forcément. Et ça paraissait naturel de l'incarner dans un conteur. Et puis, quel meilleur conteur que Lucien Jean-Baptiste qui pour incarner ça. C'est sûr que ça paraissait, tout simplement logique en fait. À côté de Lucien Jean-Baptiste, vous mettez en place plusieurs destins d'esclaves comme ça, qui sont à la fois différents et complémentaires. Dans le détail, par exemple, le personnage de Titus nous intéresse beaucoup. Il est fidèle au maître, il est ambivalent, on ne sait pas bien où le situer. Il est capable de trahir et d'aimer, etc. Mais en quoi est-il symptomatique, pour reprendre le mot que disait tout à l'heure Myriam? En quoi est-il, de quoi est-il le portrait, le profil? L'idée, c'était de toute façon de partir du postulat que dans la nature humaine, on est tous des êtres complexes. Dans l'idée aussi de justement d'humaniser, de rendre complexes ces personnes, c'était de les incarner aussi avec toutes leurs contradictions. Et effectivement, parmi les personnages, Titus est peut-être celui qui est le plus, par un regard moderne, celui qui est peut-être le plus condamnable, entre guillemets, puisqu'on peut l'assimiler à une forme de traître. Mais en même temps, je pense qu'il a aussi beaucoup de raisons d'agir comme ça, et qu'il est aussi finalement pas non plus totalement dénué de côté positif. Myriam, est-ce que Titus est la figure du contremaître que l'on rencontre dans la littérature antillaise et même dans le parler aux Antilles? Il pourrait l'être, mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que le système de l'esclavage est un système qui pervertit l'être humain.
et qui est extrêmement complexe et qui induit des relations extrêmement complexes. Donc je ne suivrai pas Vincent dans le terme, dans cette vision contemporaine portée sur les esclavisés, parce que justement, je pense que ça a été, et c'est peut-être toujours une des questions qui est centrale dans les sociétés antillaises, c'est qui a trahi, qui n'a pas trahi, qui est soupçonnable, qui n'est pas soupçonnable. Or c'est à mon sens non pertinent pour aborder une société esclavagiste. On est dans des sociétés qui sont des sociétés de violence et de domination et de violence incorporée. C'est-à-dire que c'est cette violence qui organise la société, elle contraint les corps et elle fait du mal au corps également, et elle fait du mal aux sociétés, aux relations sociales. Ce qui fait que on est dans des stratégies de survie en permanence, parce que le système, il détruit. Il est là pour ça, en fait. Il est là pour détruire. Ce qui fait que, voilà, on exprime son humanité dans tous les interstices qui sont possibles, dans toutes ces possibilités que permet la relation esclavagiste. Il y a des moments où on peut le faire, il y a des moments où on peut pas le faire. Et il y a des moments où on est héros, et puis des moments où on est un petit peu moins héros. Mais je crois qu'il faut sortir de cette vision manichéenne de la société esclavagiste, qui, à mon sens, a pénalisé et pénalise encore la vision que les sociétés antillaises ont sur elles-mêmes, puisque elles ont, je crois qu'elles ont beaucoup souffert. Et là, je parle des sociétés martiniquaises et guadeloupéennes. Elles ont beaucoup souffert de cette opposition qui était faite par rapport à la révolution haïtienne. C'est-à-dire, pourquoi les sociétés martiniquaises et guadeloupéennes se sont pas révoltées comme en Haïti. Les conditions, elles sont complètement différentes, elles n'ont absolument rien à voir. Et les sociétés antillaises ont été des sociétés, elles aussi, où il y a des individus qui se sont battus en permanence, de façon quotidienne, pour s'imposer et pour imposer leur dignité. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut faire attention à cela, parce que ça crée, je crois que ça a créé beaucoup de mal, malgré les discours de Césaire, malgré le travail de Glissant, mais cependant ça n'a pas été audible et assez audible au niveau social. Je suppose tout de même que pour quelqu'un comme Vincent, il a fallu trouver des figures, des personnages avec des rôles, des fonctions pour que le récit fonctionne. Et c'est dans ce sens-là que je pose la question, notamment pour votre personnage féminin, Jeanne, qui est une jeune femme qui est violée par son maître, Monsieur Braguin. Pure intrigue ou message quant à la situation des femmes sous esclavage dans ces moments-là, pendant ces 3 siècles. Oui, enfin, après, voilà, l'idée, encore une fois, c'était de ne pas trahir une situation, une réalité de l'époque. Donc, c'est vrai que, voilà, on imagine bien que la situation des femmes avait encore été, comme à chaque fois, plus précaire que celle de l'homme, et que du coup, elles étaient des cibles particulières, on va dire. Encore moins que des meubles, donc. Voilà. Et donc oui, pour moi, ça me paraissait important de entre guillemets de traiter le sujet et de ne pas non plus minorer les choses. C'est-à-dire qu'on se confronte aux actes, on essaie de les mettre en scène. Sans complaisance ni on espère en tout cas de vulgarité, mais on a une proposition au départ qui est celle d'une immersion parmi les personnes esclavisées, donc on ne peut pas ne pas évoquer un maximum de problématiques quotidiennes pour eux. Cette jeune fille, Jeanne, qui est donc victime du pire des crimes, qui est violée par son maître, Braguin, elle est aussi instruite, puisque c'est la servante, c'est la jeune femme de compagnie, si l'on peut dire, de la fille de Braguin, le propriétaire, et elle apprend à lire et à écrire un peu par accident. Est-ce que ça, encore, c'est de la fiction, Myriam Cothias, ou ça arrivait ? Est-ce que certaines personnes esclavisées arrivaient à acquérir une éducation ?
Oui, absolument. Absolument. Et on a des documents qui attestent que, par exemple, lorsque la déclaration de l'homme et du citoyen 1789 arrive aux Antilles, il y a des esclavisés instruits qui le lisent sur les plantations. Donc on n'est pas dans un monde qui est totalement illettré. Il y a des passeurs. Il y a des passeurs entre ces mondes. Enfin, si on appelle le monde d'un côté être lettré et illettré, bien sûr. Ouais. Il y a un autre personnage qui est assez fascinant, qui est assez intéressant, c'est Sœur Camille. Sœur Camille, donc, c'est cette religieuse qui apprend à lire et à écrire, notamment à cette jeune fille, Jeanne. Et on voit que finalement, elle a un rôle un peu paradoxal. Elle a envie d'éduquer. La question, c'est finalement, est-ce qu'elle fait ça par humanisme ou par souci d'évangélisation, puisque c'était le terme qui courait à l'époque? Pour moi, c'est un personnage qui illustre ce dont parlait Myriam tout à l'heure. C'est aussi, ils sont dans un système. Donc, c'est un problème de compromission, en fait. L'être humain, tous les êtres, les blancs et les noirs confrontés à ce système, à un moment donné, pour survivre dans ce système, il y a un degré de compromission évidemment plus compliqué pour les uns ou pour les autres, mais en l'occurrence, pour les religieuses, c'est vrai que de ma compréhension, comme elle le dit dans la fiction, elles sont pas là pour finalement évangéliser ces âmes, alors que pourtant il y a des bulles du pape qui ont dit que les Noirs ont une âme et que de fait la règle serait de les évangéliser. Concrètement, de manière très pragmatique, prendre du temps sur leur temps de travail pour les évangéliser n'est pas envisageable, parce que, et ça c'est pareil, je parle sous contrôle de Myriam, mais ils sont sur une petite île où les richesses sont pas extensibles, les Ursulines sont dépendantes financièrement et en termes de nourriture sur des besoins basiques finalement des maîtres de l'île, et qu'elles ne peuvent pas finalement contrevenir à leur volonté. Et elles ont elles-mêmes des esclaves, Myriam Cothias. Oui. Non, mais l'Église catholique, dans toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire que ça soit les prêtres, les communautés religieuses, bien sûr, elles ont des esclaves qui produisent des biens pour elles, et il n'y a pas de contestation ouverte de part de l'Église catholique de l'esclavage. Cependant, il y a des prêtres ou des sœurs qui ont pris le parti inverse. C'est-à-dire de critiquer l'esclavage, d'aller d'avoir des œuvres communes en faveur des esclavisés en permanence. Évoquons maintenant les maîtres que vous mettez en scène, Vincent, à la fois Braguin et Deloré. Le maître Braguin, pour retenir celui-là qui est le maître de Jeanne dont nous venons de parler, il règne à coup d'exécution pour l'exemple, il dispose des jeunes filles comme il veut. Est-ce une caricature ou un profil, là aussi, d'une réalité ? Du peu que j'ai pu en voir, mais là-dessus, c'est plutôt à Myriam de répondre. C'est vrai, je dirais, pour moi, c'est comme ça que je les imaginais. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, c'était compliqué d'avoir des personnages plus sympathiques que ça. Mais la relation esclavagiste, une fois encore, du fait de placer des personnes en position d'autorité absolue sur d'autres, fait émerger toute la perversité qui peut exister chez un être humain. Et la perversité mêlée à cette position de pouvoir permet d'avoir droit de vie ou de mort sur une personne, surtout quand c'est entériné par la loi et par le Code noir, par exemple.